Hello, procédé décarbonation se poursuit depuis les studios et Hello Press pour cet événement organisé par Process Alimentaire, le média au cœur de l'industrie agroalimentaire, pour ce webinaire réalisé en partenariat avec Chemdoc Water Technologies. Recycler l'eau de Process en boucle courte, peut-être un levier d'économie, mais comment s'y prendre? Comment mener un tel projet? Eh bien, pour répondre, j'ai le plaisir d'accueillir François Chêne. Bonjour François. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur du développement de Chemdoc Water Technologies. On a 30 minutes pour répondre aux questions des professionnels. D'ailleurs, vos questions, vous pouvez les poser dès maintenant sur le chat. Il est ouvert. N'hésitez pas à égrener vos interrogations au fil de l'intervention. François prendra un temps à l'issue du webinaire pour y répondre. François, entrons dans le vif du sujet. On le sait, c'est un sujet qui a vu le cadre réglementaire évoluer de façon significative dans les dernières années. Le point justement sur ces évolutions. Alors globalement, la réglementation, elle suit, si je peux dire, les conséquences du dérèglement climatique. Globalement, elle amène vers plus de frugalité. On est passé en 15-20 ans, depuis les années 2000, à une industrie qui, globalement, ne comptait pas sa consommation d'eau, à une industrie qui, aujourd'hui, doit être résiliente en eau et qui, en plus, depuis 2024, en France, est autorisée à recycler, en tout cas pour l'industrie agroalimentaire, avec une réglementation spécifique. Donc, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de textes, comme souvent dans notre pays, on a une réglementation plutôt restrictive, qui est celle des arrêtés sécheresse, et qui peut envisager d'interdire à un industriel de continuer sa production dès lors que le département est en arrêté sécheresse. Et puis, on a une réglementation qui autorise à recycler de l'eau usée traitée pour faire ses usages de son procédé de production d'aliments. Voilà où on en est aujourd'hui. Ouais, exactement. On se souvient des grandes déclarations politiques, le Varenne de l'eau, la traduction quelques temps plus tard, décret arrêté du 12 juillet 2024, et puis l'instruction ministérielle du 18 mars 2025, des possibilités offertes, mais faut être franc, quand on se penche sur les textes, c'est relativement complexe. Et puis toutes ces possibilités, finalement, il faut savoir se repérer face à cet horizon des possibles. Alors voilà, la clé, c'est la méthodologie, forcément. Effectivement, de la méthodologie, parce que une réglementation qui autorise le recyclage, ça ne veut pas forcément dire aller tout de suite au recyclage. Il y a d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, on parle d'amélioration de l'efficience hydrique. Ça veut dire commencer par faire le point, à faire des diagnostics, à savoir où on en est, pour quelles applications, quels usages on consomme l'eau, à quel point est-ce qu'on... Ça, c'est vraiment un point de méthodologie qu'on a souhaité bâtir chez Chemdoc sous l'appellation Blue. C'est aider les industriels à commencer par le début. Et commencer par le début, ça veut dire aussi améliorer l'efficience hydrique des installations de traitement d'eau, et bien sûr celle de leur process. Et c'est aussi inciter les salariés de l'entreprise à être économes dans leur usage de l'eau. Ce sont des points très importants. Il faut commencer par le début, c'est l'importance de cette méthodologie. Et puis après, lorsqu'on a trouvé un point où on peut faire du recyclage, bien sûr, il faut tester, valider l'efficacité d'un procédé. On n'est pas en train de faire de la R&D, on est en train de travailler dans des usines qui produisent 8000 heures par an. Donc un point clé jusqu'à amener des certitudes et à prévoir des projets d'investissement et de coûts d'exploitation. Ouais. L'enjeu, c'est évidemment d'agir avec efficience sur les procédés. Il y a des enjeux technologiques, mais finalement, le juge de paix dans ce type de projet, c'est au fond l'analyse du prix de l'eau en euros. C'est effectivement l'approche qui doit prévaloir.
Effectivement, c'est la question clé selon nous, de connaître le prix réel de l'eau. C'est souvent une question, lorsque l'on la pose, on n'a pas forcément de réponse. Et si on veut élaborer une stratégie solide d'efficience hydrique pour son usine, on doit commencer à se poser les bonnes questions. Et bien finalement, l'eau que j'utilise, elle vient d'où? Elle vient d'un forage, elle vient d'un réseau d'eau potable, est-ce une eau brute industrielle? Est-ce que j'ai un traitement poussé au-delà de la simple potabilisation qui vise déjà à enlever du tartre, à adoucir ou à osmoser, déminéraliser, faire une eau ingrédient? Donc tous ces traitements d'eau que je rajoute et qui viennent comme des étages de coûts, eh bien ça fait augmenter mon coût de l'eau, mon prix de l'eau, mon prix réel de l'eau. Et puis bien sûr, c'est le thème spécifique dans la journée décarbonation. Lorsque je la chauffe, lorsque je la refroidis, eh ben je rajoute des coûts, des prix en kilowattheure par mètre cube nécessaire. Et on sait tous que l'énergie aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et enfin, cette eau, une fois que je l'ai utilisée, il faut la dépolluer. Et donc, il y a un traitement soit interne, soit externe. Et c'est ça qui fait mon prix réel de l'eau. On a voulu illustrer avec 1 euro, 15 euros, parce que globalement, on parle de cet écart entre le prix qui semble être celui de l'eau et le prix réel de l'eau. Donc des écarts qui peuvent varier de 1 à 10, 1 à 15. Et ouais, effectivement, c'est vrai que la question qu'on a envie de vous poser, c'est quel est le vrai prix de l'eau? Parce que je pense qu'effectivement, on a certains a priori, et puis est-ce qu'on a, en tant qu'industriel, véritablement en tête les ordres de grandeur? Allez, quelques chiffres clés. Si on compare l'eau de forage, pour ceux qui ont la chance d'avoir effectivement des forages, on peut imaginer que c'est l'eau la moins chère si on la compare vis-à-vis de l'eau de réseau. C'est du simple à 10. Un forage, si on pompe dans une nappe qui est juste là sous le sol, c'est une quinzaine de centimes pour le coût global de l'énergie et une redevance agence de l'eau. Et puis lorsqu'on prend l'eau qui vient d'un réseau de distribution d'eau municipale, on est dans des coûts qui vont de 1 à 3 euros, plutôt autour d'1 euro, 1,50 € pour la majorité des industriels. Ouais. Mais voilà, c'est ça l'écart, Et oui. c'est 1 à 10. Ah, effectivement. Vous avez parlé effectivement de l'effet des traitements. Allez, prenons l'exemple par exemple d'une eau adoucie ou d'une eau osmosée. Eh bien, une eau adoucie, vous allez rajouter entre 15 et 20 centimes par mètre cube pour le coût global du traitement d'adoucissement, l'exploitation. Et une eau osmosée, ça va être autour d'une quarantaine, une cinquantaine de centimes. Donc ça aussi, ce sont des coûts qui viennent se rajouter au prix de départ. Ouais, effectivement. Et puis, vous avez soulevé, c'est vrai que c'est l'enjeu pour une matinée décarbonation, l'énergie. L'énergie, évidemment, elle a un coût dès lors qu'on est sur de l'eau chauffée. Allez, quel est l'impact par tranche de 10 degrés? C'est le plus gros impact depuis la hausse des prix du mégawattheure gaz. On est sur des coûts d'à peu près 80 centimes d'euros par mètre cube par tranche de 10 degrés. Donc il faut bien comprendre l'impact majeur quand on a de l'eau qui est chauffée à 65 degrés, voire plus, pour faire des nettoyages, à quel point l'énergie contenue dans l'eau va être supérieure au coût de départ de l'eau. Et donc tout ça nous amène à un prix global de l'eau que l'on conseille dans la démarche de bien connaître avant même de savoir où est-ce qu'on va la recycler. Voilà, le point de départ, on l'a compris, c'est de connaître le vrai prix de l'eau. Ensuite se pose une question de fond, François, c'est boucle courte versus boucle longue. Alors effectivement, au niveau du recyclage de l'eau, au sein d'une usine, le recyclage peut se faire à plusieurs points. Donc si on a la zone en grisé, c'est-à-dire l'eau brute ou l'eau potable qui est utilisée dans l'usine pour mettre en fabrication des process alimentaires, donc avec des ingrédients, qui est aussi utilisée comme de l'eau ingrédient, et puis on fait une production avec une eau qui est une eau usée de process, et cette eau usée de process est mélangée avec les eaux de nettoyage, que ce soit des nettoyages manuels ou de NEP, ou les eaux des utilités, et tout ça se retrouve à la station d'épuration, alors soit la station d'épuration du site industriel, soit avant un rejet dans un réseau public d'assainissement. Donc on distingue, pour nous, il nous semble important de distinguer la boucle longue de la boucle courte.
La boucle longue, c'est le recyclage auquel on pense le plus souvent. Je recycle mon eau usée traitée issue de ma station d'épuration pour réutiliser dans mon process, notamment pour les utilités, pour le nettoyage. Ça, c'est une possibilité. Et puis, on a la boucle courte. Donc, la boucle courte, c'est on n'attend pas que l'eau passe par une station de traitement des effluents, on n'attend pas d'avoir une eau usée traitée, mais on la recycle plus haut dans le cycle. Du coup, on appelle ça de la boucle courte. Par exemple, derrière un pasteurisateur, on a une eau chauffée à plus de 90 degrés. Et très souvent, les industriels recyclent l'eau des pastos parce qu'on récupère beaucoup d'énergie. Mais j'ai aussi des eaux de nettoyage qui sont très chaudes, qui peuvent être recyclées, ou celles de MENEP. Donc, on peut recycler cette eau et, lorsqu'on est en boucle courte, récupérer de l'énergie, chaud ou glacé par exemple, pour ne pas avoir à remettre de l'énergie dans l'eau qu'on a pris du forage. Donc c'est important de distinguer ces boucles longues, ces boucles courtes. Ça a beaucoup d'impact sur les projets et notamment sur la récupération d'énergie. Ouais, exactement. Ce schéma, il est très précieux parce que vous avez réussi quelque part à simplifier et rendre intelligibles des situations qui peuvent être très complexes. Allez, cette méthodologie, si je récapitule, il faut faire eh bien un mapping, il faut comprendre où est l'eau et puis bien s'interroger sur laquelle on choisit pour quel usage. Tout à fait, c'est le point clé. Et dès lors qu'on est capable de dire, eh bien, pour mes nettoyages, j'utilise 15 000, 20 000 mètres cubes par an. Pour le refroidissement, 5 000, 10 000. Pour mon eau ingrédient, le reste, on peut prendre une bonne décision sur la base de données concrètes et viser le point de recyclage. Ouais. Alors, être concret, c'est effectivement l'objectif de ce webinaire. François, vous êtes en mesure de nous présenter 3 retours d'expérience justement très concrets dans le domaine des boucles courtes dans un premier temps. Allez, le point sur le recyclage des eaux de nettoyage en place avec récupération de chaleur. On est dans le secteur des sirops. Exactement, donc c'est un projet sur lequel il a déjà été beaucoup communiqué dans le cadre du programme Lives. On est sur un recyclage industriel de fabrication de sirop, et donc on récupère les eaux de nettoyage en place avec un procédé séparatif qui permet d'une part de mettre l'eau recyclée dans des qualités d'hygiène et de paramètres microbiologiques pour la réemployer sur les NEP. Donc l'eau des NEP est recyclée pour faire de l'eau de NEP et donc avec une récupération d'énergie, puisque l'eau des NEP est à des températures de l'ordre de 30 à 50 degrés, donc il y a une récupération d'énergie. Et là, on est dans un projet qui va beaucoup plus loin, puisqu'on a aussi une valorisation de matière organique, c'est-à-dire que tout le sirop est concentré pour être envoyé en méthanisation et produire de l'énergie. Donc on est dans un projet qui est extrêmement vertueux parce qu'il va plus loin que la valorisation d'énergie contenue dans l'eau, mais il cherche aussi à produire, si je puis dire, un nutriment prêt à méthaniser. Donc on a des impacts en termes d'économie d'énergie qui sont très importants, puisqu'on parle de 32 kWh par mètre cube récupéré. Ramené au prix du kilowattheure produit dans cette usine, on est sur 2 euros, plus de 2 euros, 2,20 euros par mètre cube d'eau recyclée en termes d'énergie. Ouais, des gains significatifs. En effet, François, second exemple, le recyclage des eaux glacées. On est dans l'industrie de la 4e gamme. Alors effectivement, on est dans des projets où il y a de l'eau de nettoyage de légumes qui sont passés dans des bains qui sont dans des températures de 4 à 5 degrés, d'eau glacée. Effectivement, pour produire de l'eau glacée, il y a un coût énergétique qui est moins élevé que pour chauffer de l'eau à 50 degrés. Malgré tout, il existe. Et dans ces projets-là, on a des solutions qui permettent de recycler ce bain, encore une fois, ces bains en boucle courte, visant à maintenir une eau à qualité bactériologique constante pour ne pas poser de problématiques, je dirais, de qualité sur les aliments, et avec une récupération d'énergie qui est de l'ordre de 6 kWh par mètre cube récupéré, ce qui valorise la chaleur fatale dans chaque mètre cube d'eau recyclé, en plus de tous les coûts dont on parlait tout à l'heure, à 70 centimes le mètre cube, ce qui n'est pas neutre non plus comme coût dans le cadre de la récupération d'énergie.
Ouais, bel exemple effectivement de boucle courte. Alors, troisième exemple, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine du recyclage des eaux de lavage avec récupération de chaleur? On est dans le domaine des plats cuisinés. Alors, on est effectivement sur un site industriel où il y a une production en 2 et il est consacré à un 8 de nettoyage avec des nettoyages en 3 étapes ou en 5 étapes, et donc une partie des étapes sont faites avec de l'eau à 65 degrés. Et le recyclage de ces eaux de nettoyage avec des technologies membranaires comme on utilise, ultrafiltration couplée à de l'osmose, permet d'avoir une eau de qualité conforme à ceux des paramètres de l'eau destinée à la consommation humaine, donc de l'eau potable. Et on a une très importante récupération d'énergie, puisqu'on récupère alors on a bien sûr un mélange sur les lavages entre de l'eau très chaude et de l'eau un peu plus tiède ou de l'eau froide. Globalement, sur un projet comme celui-là de 100 mètres cubes jour, on arrive à récupérer 35 degrés par mètre cube. Et donc, on a 40 kWh d'énergie dans chaque mètre cube, ce qui est un coût évité de 4 euros par mètre cube. Donc, à remettre en face du prix de l'eau. Ouais. Sur la ressource de base, entre 10 centimes et quelques euros pour l'eau, on est à des coûts qui viennent doubler le prix de l'eau. Ah oui, on voit bien, dès qu'il y a une valorisation énergétique, on démultiplie l'intérêt de tels projets. Allez, OK pour les boucles courtes. Des exemples concrets, cette fois, eh bien, dans le domaine des boucles longues, vous avez deux cas concrets à nous présenter. Tout d'abord, eh bien, un projet de recyclage. Boucle longue, sortie de station d'épuration pour une tour aéro-réfrigérée et le lavage de benne. Tout à fait. Donc, on veut montrer aussi que même si on ne récupère pas d'énergie, les projets ont quand même du sens économique dans le cadre ici d'un abattoir qui dispose donc de sa propre station d'épuration biologique et qui a souhaité faire un recyclage à hauteur de 12 mètres cubes heure pour que cette eau de station d'épuration, après un traitement membranaire, une phase d'ultrafiltration, puis une phase d'osmose inverse, permette d'avoir d'eau de 2 qualités. Une première qualité pour faire du nettoyage des bennes de transport des animaux, et puis une deuxième qualité qui est une qualité pour aller appointer les tours de refroidissement de l'usine. On est là, bien qu'il n'y ait pas de récupération d'énergie, on est sur des projets qui, comparés au coût de l'eau de ville, sur ce site, il y a un coût global de l'eau avec le montant de la redevance agence de l'eau, qui est aujourd'hui à 1,75 € le mètre cube, et on produit une eau recyclée pour un coût global d'exploitation de 70 centimes le mètre cube. Donc des projets qui ont leur propre rentabilité lorsqu'on a bien comparé l'ensemble des coûts. Très clair pour cet exemple. Deuxième exemple concret dans le domaine des boucles longues. Boucle longue, c'est aussi des projets qui sont faits parce que l'industriel cherche à avoir de l'efficience hydrique ou cherche à se protéger, à se prémunir d'un risque de réduction de production dans le cadre d'une application d'un arrêté sécheresse. On est dans le cadre d'une installation d'épuration et de traitement d'eau qui va être recyclée pour viser une eau conforme à l'eau potable sur la totalité des paramètres et qui va servir pour le lavage et l'alimentation de toutes les nappes de l'usine en remplacement d'une eau forage, avec là, en termes de qualité, une qualité clairement conforme sur tous les paramètres, les 140 paramètres de l'eau potable, avec un coût d'OPEX de l'eau inférieur à 1 €. Donc effectivement, quand on est dans le cadre d'un forage, c'est beaucoup plus cher. Quand on est dans le cadre d'une eau de ville, ça reste compétitif. Le message qu'on veut montrer, c'est que recycler, c'est des investissements, mais en tout cas aujourd'hui, sur les coûts d'exploitation, avec l'augmentation progressive des prix de l'eau et sa raréfaction, on est déjà sur des projets qui sont vertueux économiquement. C'est clair, François. Les questions ont commencé sur le chat, elles sont déjà nombreuses. Alors, dernière question, afin de pouvoir y répondre. C'est tout simplement un exercice de synthèse. Au fond, qu'est-ce qu'on doit retenir en tant qu'industriel professionnel comme levier clé pour réussir un tel projet de recyclage des eaux?
D'abord de procéder, bien évidemment, on l'a dit, avec méthodologie, hein, c'est de connaître son cycle de l'eau, de savoir la provenance de l'eau qu'on utilise, d'avoir défini son prix réel de l'eau, et ça permettra de prendre les bonnes décisions pour savoir où agir. Recycler l'eau, c'est de la technologie, de l'équipement de recyclage, mais c'est aussi des modifications de réseau. Donc certains projets peuvent sembler plus vertueux que d'autres, parce qu'on va aussi faire moins de réseaux. Et cette question de moins de réseaux et de boucles longues ou boucles courtes, elle a aussi des impacts en termes de dossiers d'autorisation ou de déclaration, hein, puisqu'on est aujourd'hui dans une réglementation qui distingue la boucle longue, donc derrière une station de traitement d'effluents, je dois faire un dossier d'autorisation, qui est un dossier assez compliqué avec des délais importants. Donc la nécessité d'être accompagné par des bureaux d'études compétents. Et il y a les dossiers de déclaration, qui sont ceux de la boucle courte, qui sont des dossiers beaucoup plus rapides. Dans les deux cas, il faudra amener des certitudes, piloter. Hein, l'arrêté reparle du fait d'avoir des pilotes, d'essais pilotes avec des données analytiques et des dossiers sérieux dans les deux cas. Mais l'autorisation prend effectivement plus de temps que la déclaration. Ouais, c'est clair, François, pour eh bien cette synthèse. Alors, des questions qui sont effectivement de différents niveaux sur l'aspect, on va dire, économique, financier, sur l'aspect technologique aussi, et puis sur l'aspect qualité. Alors, je vais essayer d'organiser les questions. C'est vrai qu'au final, on n'est pas tellement rentré dans le détail des technologies utilisées, mais quelques questions visent effectivement ce sujet. Alors, tout d'abord, prenons la récupération de chaleur. On vous demande qu'est-ce qui est utilisé. Est-ce que c'est systématiquement des pompes à chaleur ou est-ce que, eh bien, on mise sur des solutions membranaires qui vont travailler à la température de l'eau? Alors en fait, quand on recycle avec de l'eau, avec des procédés membranaires, on fait une récupération d'énergie de vraie chaleur fatale. C'est-à-dire que si je suis en train de recycler une eau de nettoyage qui est à 50 degrés pour la remettre dans une cuve qui va être utilisée le lendemain pour faire des nettoyages à 45 degrés, en fait, j'ai même pas besoin de mettre d'échangeur. Et c'est là où je suis en train de faire un vrai projet vertueux, parce que en recyclant cette eau et dans son réemploi, dès lors que je suis en dessous de 45 degrés de température, j'ai pas besoin de mettre en place d'échangeurs. Puis on a des projets où on a des récupérations de température plus importantes, où effectivement on a besoin de mettre des échangeurs. Les packs peuvent être un des points clés aussi du phénomène. Après, il faut aussi bien comprendre, il faut avoir la franchise de le dire, on peut faire de la récupération d'énergie sans recycler d'eau aussi, ça existe. Oui. Il y a des sites où on récupère l'énergie avant de rejeter l'eau. Mais quand on recycle l'eau, de toute manière, on récupérera l'énergie avec ou sans procédé de récupération thermique spécifique. Ouais, c'est clair, François. La réglementation, si j'ai bien compris, elle impose des qualités de l'eau, mais sans forcément imposer de technologie. Vous allez confirmer ou infirmer. La question, c'est justement, est-ce que les technologies de filtration garantissent eh bien l'obtention de ces qualités d'eau, et en particulier l'absence de micro-organismes et de virus? Alors bien sûr, les technologies membranaires permettent de répondre à la meilleure qualité des données exigées dans l'arrêté et le décret de 2024, et pour atteindre une qualité microbio sans risque. De toute façon, globalement, les technologies membranaires semblent les seules à même de prévoir l'absence de ce risque, avec des couplages UF-osmose ou UF-osmose double passe pour s'approcher de la qualité eau potable et d'éviter d'avoir des bactéries ou des virus dans l'eau, complétés par des traitements parfois nécessaires d'UV, de chloration ou d'ozonation suivant les cas. Je reste sur le sujet de la conformité, de la qualité de l'eau. Une question sur eh bien justement la vérification, la validation K1 et 2. Est-ce que vous réalisez des paramètres microbiaux pour l'EDCH sans chimie? K3, tous les paramètres de l'EDCH, c'est-à-dire chimie et microbiaux. Effectivement, il y a les deux cas, hein, suivant le point de réemploi et le fait qu'on soit en contact direct ou contact indirect. Le paramètre qui semble de toute façon qu'il faut toujours obtenir, c'est l'absence microbio, qui peut être complétée effectivement par la totalité des paramètres de l'eau potable, de l'eau EDCH, qui peuvent être couplés ou non. Le paramètre principal de toute façon, au-delà même de la réglementation,
c'est d'avoir l'absence de microbiologie dans l'eau effluente, parce que sinon, on le sait, on est dans l'agroalimentaire, ça va poser des problèmes de production. Et le premier objectif d'un projet de recyclage, c'est faire une eau conforme qui n'altérera pas la denrée alimentaire qui est produite. Il y a l'équipement qui permet d'obtenir la qualité de l'eau, mais il y a aussi le fait d'avoir un réseau, un stockage, une distribution qui respecte bien les règles aseptiques et toutes les contraintes HACCP. Oui, bien sûr. Ouais. François, c'est clair pour cette réponse. Alors, vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, beaucoup de questions sur l'aspect financement et modèle économique. Une remarque, mais c'est aussi une question qui est vraiment pertinente. C'est, au fond, on a parlé du vrai prix de l'eau, mais aussi ils sont souvent sous-évalués le coût de l'absence de ressources en eau, par exemple en cas d'arrêté sécheresse, limitation des volumes produits, arrêt de ligne. Quelque part, il faudrait l'intégrer également. Est-ce que ça peut être fait dans vos analyses? Alors effectivement, mais ça, je dirais, c'est la stratégie même de l'industriel qui connaît le tonnage de production qu'il produit journellement et qui est capable de savoir l'impact économique de l'arrêt d'usine. Hein. Mais là-dessus, il y a en général pas photo. Si vous devez arrêter une usine parce que vous n'êtes pas résilient et que vous êtes incapable de réduire votre consommation d'eau de 20%, eh bien, vous perdez 1/250e de votre chiffre d'affaires annuel ou 1/350e, non compris les pénalités. Donc, les arrêts d'usine sont des coûts colossaux. Et effectivement, si tout doit être regardé au vu de l'arrêt d'usine, mettre en place une installation de recyclage qui permet d'éviter un arrêt dans les régions soumises à des arrêtés sécheresse fréquents, effectivement une notion de bon sens économique. Ouais, et on va d'ailleurs être très clair, c'est évidemment un des gros moteurs d'investissement sur ces projets, y compris dans des régions qu'on pourrait penser relativement arrosées par des pluies fréquentes, mais par exemple dans l'Ouest, la Bretagne est un territoire où l'eau est assez peu disponible et a connu des arrêtés sécheresse, notamment la dernière sécheresse. Question sur cet aspect modèle économique. On a parlé des gains avec les exemples très concret. Le retour sur investissement moyen, est-ce qu'on peut donner une indication? Alors c'est beaucoup plus dur parce que c'est extrêmement variable. J'aurais du mal autant on a fait le choix de donner des valeurs en termes de coûts et de coûts au mètre cube de récupération énergie, voire de coûts d'exploitation. Ça va être extrêmement différent suivant que vous bénéficierez d'une subvention de l'agence de l'eau, que vous aurez des risques d'arrêté sécheresse ou que vous recyclerez en boucle courte ou en boucle longue avec des économies d'énergie. Mais je dirais qu'on a des projets extrêmement vertueux en boucle courte, où le temps de retour peut être de 2 ans, à des projets plus complexes, mais qui sont faits pour éviter des arrêtés sécheresse, dont le temps de retour va être supérieur à 5 ans, malgré une subvention à l'agence de l'eau. Encore une fois, la détermination du prix de l'eau permet d'arriver très vite, dès le stade de préétude, à savoir si le projet est vertueux ou si c'est un projet compliqué. En tout cas, nous, chez Chemdoc, on s'engage en général rapidement à indiquer au maître d'ouvrage est-ce qu'il est sur un projet vertueux ou un projet plutôt complexe. Ouais. Une question sur les subventions. Vous avez parlé de l'agence de l'eau, bien évidemment, mais l'ADEME, au fond, puisqu'on a de la valorisation énergétique. Alors aujourd'hui, on n'a pas de C2E spécifique qui, comme ça existe déjà pour les économies d'énergie, qui viserait spécifiquement le recyclage de l'eau. Nous, chez Chemdoc, on s'y emploie et on est en train de travailler sur un C2E spécifique pour la récupération d'énergie dans les projets de recyclage. Allez, il reste encore une petite série de questions-réponses courtes, François. Fourchette d'enveloppe pour l'investissement dans un système de recyclage, boucle courte, boucle longue, ordre d'idée. Alors, c'est l'exercice est toujours délicat, mais globalement, sur un projet d'une dizaine de mètres cubeurs, on est sur des montants d'investissement pour la partie équipement qui sont plutôt inférieurs à 500 000 euros, on va dire, et qui peuvent être beaucoup moins suivant la qualité qu'on doit faire. Bien évidemment, si je recycle une eau qui vient d'un pasteurisateur et qui n'est pas en contact, ou je recycle une eau pour faire du lavage de benne, j'ai un prix qui est largement inférieur à un procédé où j'ai de l'eau pour faire du contact alimentaire et qui va se rapprocher d'une eau ingrédient. Donc plutôt des sommes de centaines de milliers d'euros
à des sommes qui sont inférieures au million d'euros pour les projets qui ont le plus d'ampleur. Ouais. Pour la partie équipement, bien évidemment, l'autre point clé, c'est la partie réseau. Et c'est pour ça que la méthodologie permet d'éviter d'avoir des coûts réseau qui explosent. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des messages à retenir, se dire qu'au fond, c'est aussi tout l'intérêt des boucles courtes, c'est d'essayer de minimiser la partie réseau. Des questions sur la qualification ACS, équipement, produit? Alors, la qualification ACS là-dessus, suivant qu'on est en utilité ou en process ou en contact, on peut avoir des installations ACS. En général, ce sont des installations surtout, alors qui sont avec des composants ACS comme on fait dans l'eau potable. Mais au-delà de ça, c'est des installations qui peuvent être aseptisées, comme ont l'habitude de le faire les industriels agroalimentaires, où on peut faire des sanitisations à l'eau chaude, donc avec des procédés plutôt exécutés en inox. Mais on fait aussi des installations qui sont pas du tout en inox, mais qui peuvent être ACS pour les procédés, je dirais, autour des utilités ou des eaux de nettoyage. Allez, dernière question, mais bon, et je pense que vous avez la réponse effectivement. Quel organisme peut venir réaliser un mapping de mon process en eau, une cartographie donc de mon process en eau et des solutions de recyclage possibles, et puis à quel coût? Alors, nous, on a fait le choix aujourd'hui de proposer le diagnostic Pralab qui permet de définir l'indice de maturité hydrique d'un site de manière gratuite. C'est du temps que nous investissons, ça prend 2 heures à une demi-journée, mais c'est aussi du temps que l'industriel investit avec des gens qui ont les réponses, 1 ou 2 personnes, et qui nous permettent en quelques heures de balayer l'ensemble des points et de voir où en est le site dans sa démarche et dans ce vers quoi il doit avancer de manière plus précise. Merci François, c'était très riche. Merci à vous tous pour votre intérêt et les questions qui sont posées. C'est terminé pour ce webinaire. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt sur les médias HelloPress et Process Alimentaire. À bientôt.